Donc, bienvenue à tous. Quelques petites informations techniques tout d'abord. Donc, vous avez pu constater que vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, on les prendra soit au fur et à mesure, soit au fur et à mesure que ce sera pertinent dans le déroulé de l'intervention. Donc, pour ce qui me concerne, donc je suis en charge de la prévention médicale et c'est moi qui organise donc ces webinaires. Et comme chaque année, nous organisons un webinaire qui est consacré aux problématiques dentaires. Donc, je suis pas spécialiste en dentisterie, donc mes collègues vont être plutôt, c'est plutôt eux qui vont présenter ce webinaire. Donc un sujet qui malgré tout intéresse, je pense, aussi bien les chirurgiens dentistes que les médecins, puisque ce sont des problématiques qui sont en fait qui sont découvertes par les dentistes, mais qui sont souvent ensuite traitées par les professions médicales et les spécialités en neurologie en particulier. Donc je vais laisser mes collègues se présenter, et puis ensuite, ben, on démarrera ce webinaire. Donc je peut-être Madame Chandon, peut-être vous présenter. Dentiste au milieu d'une formation dysfonction. Je travaille à développer une consultation. Voilà. Nathan Moreau, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, Parce que très bien. avec tous ces Oui, problèmes oui. techniques. Oui, très bien, oui. Oui, donc moi, en 2 mots, donc je suis donc maître de conférence en médecine et chirurgie orale. Donc, je dirige une consultation douleur depuis maintenant 5 ans à l'hôpital Bretonneau à Paris. Et je fais beaucoup de recherches, notamment sur la thématique des douleurs neuropathiques, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup à ce titre. On va Très bien. commencer peut-être? Oui, alors donc vous allez passer la parole. Je crois que Madame Chandon elle a des problèmes encore de son. Donc on C'est va moi voir. qui commence, hein, donc Oui, on espère oui, que oui, ça va c'est vous qui se commencez. calmer un petit peu. Allez, on vous laisse la parole. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc on va commencer par parler un petit peu aujourd'hui du sujet de ce qu'on va appeler des odontalgies neuropathiques, donc toutes ces douleurs dentaires qui ont une cause un peu secondaire, finalement, une lésion nerveuse. Diapo suivante. Alors, euh, il est classique d'introduire la thématique de la douleur en parlant de certains chiffres, en tout cas certaines notions essentielles. Évidemment, la douleur est le premier motif de constatation en médecine, mais également en médecine bucco-dentaire. Et autant la douleur aiguë est un signal de danger bien connu, autant la douleur chronique peut être considérée comme une authentique maladie neurologique. Alors l'idéal, ce serait d'avoir une douleur assez simple, vous voyez, comme un Rubik's Cube à une face, diapo suivante. Mais la réalité, malheureusement, est tout autre. On sait que la physiopathologie est complexe, on a de nombreuses étiologies de douleurs orofaciales, d'expressions cliniques souvent très variables. Le diagnostic est assez complexe, parfois même très complexe, et nos traitements, même sur un bon diagnostic, sont d'efficacité variable. Donc quand on mélange tout ça, évidemment, c'est très compliqué. Diapo suivante. Une des problématiques qu'on a, bon, la diapo est très moche, mais c'est pas grave. Une des problématiques qu'on a sur ces douleurs, ce sont toutes ces douleurs, donc ces odontalgies, donc ces douleurs dentaires, mais qui finalement n'ont pas une cause dentaire, et ceci va mener à 2 grandes problématiques. Évidemment, une errance diagnostique, puisqu'on va avoir du mal à comprendre évidemment la cause initiale de ces douleurs, et une grande iatrogénie, puisque devant une douleur dentaire, il est classique de proposer des traitements dentaires, soit des traitements dentiques, des avulsions, etc., soit parce qu'on pense que ça va vraiment aider le patient, soit parce que le patient est demandeur pensant que ça va soulager ses douleurs. On avait fait quelques statistiques sur notre consultation et on avait eu 57 patients qui avaient consulté pour des odontalgies non odontogènes, donc principalement des femmes, mais ce sont finalement les mêmes statistiques que les consultations douleurs en général. Les femmes ont plus de douleurs chroniques que les hommes. On ne rentrera pas dans le débat parce que c'est très compliqué d'un point de vue mécanistique. Mais ce qui est sûr, c'est que une majorité de ces patients ont eu des soins dentaires iatrogènes secondaires à un diagnostic erroné. Donc c'est quand même une problématique de santé publique importante. Diapo suivante. Et parmi ces douleurs, une grande partie étaient des douleurs neuropathiques.
d'étiologie variable, et plus de 80% étaient des odontalgies neuropathiques, a priori post-endodontiques. Et donc ces douleurs sont des choses qu'on rencontre assez fréquemment en pratique bucco-dentaire. Et donc, ça nous semblait intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous, sous l'angle évidemment du diagnostic, du traitement, mais aussi évidemment du risque médical que ça implique en termes d'errance diagnostique, etc. Diapo suivante. Quand on regarde la littérature, alors les données sont assez anciennes, mais finalement, on a quand même des chiffres pas si faibles de douleurs neuropathiques, alors avec des méthodologies très variables, mais certains auteurs suggéraient que les douleurs neuropathiques, c'était quand même quasiment 7% des endos, ce qui paraît finalement assez énorme, hein, quand on regarde tout ça, avec finalement pas de prédominance particulière selon le sexe. Mais la question qu'on a envie de se poser intuitivement, c'est pourquoi autant de douleurs neuropathiques après traitement odontique? 7%, c'est énorme, hein, et on a du mal à comprendre cette notion. Diapo suivante. Vous m'entendez? Voilà. En fait, en réalité, la question est à l'envers. On devrait se poser plutôt la question de pourquoi il y a si peu de douleurs neuropathiques post-endo. En effet, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un traitement dentique initial, on lèse, entre guillemets volontairement, plusieurs milliers de fibres nerveuses pulpaires et périapicales, et chacune de ces fibres nerveuses porte en elle en fait la capacité de dégénérer, pour faire simple, et de générer une activité électrique anarchique qui sera à l'origine de la douleur dite neuropathique. Et quand on voit qu'on a à peu près 2000 fibres nerveuses par dent en moyenne, donc sur une surface qui fait quelques millimètres carrés, vous imaginez par rapport à l'appui du doigt par exemple, les dents sont beaucoup plus innervées, et donc à chaque fois qu'on traite une dent, on lèse un nerf, hein. Donc en fait la question c'est pourquoi finalement malgré tous les nerfs qu'on lèse, il y en a si peu qui sont neuropathiques après le soin. Diapo suivante. Une des explications partielles et un peu simpliste, mais c'est qu'en fait les fibres nerveuses trigéminales sont assez spécifiques et sont finalement très résistantes par rapport aux fibres, par exemple spinales, du nerf sciatique, etc. Et l'activité électrique dans les fibres nerveuses trigéminales, elle est bien moindre, ce qui veut dire qu'elle tolère mieux ces micro-traumatismes. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de douleur neuropathique post-endo. Simplement, il y en a moins que ce qu'on pourrait escompter compte tenu du nombre de traumatismes nerveux qu'on crée tous les jours en tant que chirurgien dentiste. Diapositive suivante. Pour comprendre pourquoi en fait, en tout cas, pour comprendre les spécificités de ces douleurs neuropathiques trigéminales, il faut comprendre un peu aussi les spécificités de l'innervation des dents. Vous savez très bien tous que les dents sont évidemment des structures très innervées, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont une innervation qui est abondante, mais qui est très fragile. Par exemple, les fibres nerveuses n'ont pas de périnèvre, c'est-à-dire cette gaine fibreuse autour des faisceaux nerveux qu'on a dans les gros nerfs ailleurs dans le corps. Ce qui veut dire que nos fibres nerveuses, elles sont un peu finalement peu protégées, et donc la moindre irritation, le moindre traumatisme pourra déclencher une douleur neuropathique. Diapo suivante. Une autre problématique, c'est que, en particulier au niveau trigeminal, l'innervation dentaire va être très convergente. C'est-à-dire que plusieurs neurones primaires qui partent des structures périphériques vont converger vers le même neurone secondaire. Et ça, quand ça va être intégré dans le cerveau pour essayer de localiser la douleur, en fait, le cerveau va avoir du mal à localiser précisément la douleur. Ce que ça veut dire, c'est que le patient, concrètement, il va avoir des douleurs référées qui vont affecter plutôt les dents adjacentes. Et donc, il va falloir faire extrêmement attention au diagnostic étiologique de la douleur, parce que finalement, c'est pas la dent qui fait mal qui est forcément la dent causale. Et ça demande donc une acuité diagnostique et une rigueur pour ne pas évidemment dépulper la mauvaise dent, si j'ose dire. Puisqu'en plus, si par hasard la dent d'à côté était aussi peut-être cariée, en fait, elle n'était pas la source de la douleur. Même si évidemment le soin est nécessaire. Diapositive suivante. Tout ceci va ensuite entraîner des modifications neuronales post-traumatiques. On sait, alors je vous fais une version extrêmement simplifiée, mais globalement, suite à une lésion nerveuse, il va y avoir un changement du seuil d'excitabilité des fibres nerveuses, ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique, qui sera notamment favorisée par l'inflammation locale. Et on sait que l'inflammation est un facteur de risque, a priori, de ces douleurs neuropathiques, et c'est quelque chose qu'on étudie, nous, beaucoup dans notre laboratoire. Et en fait, l'hyperactivité neuronale déclenchée notamment par l'inflammation va se propager notamment au niveau central. Et pour faire simple, il va y avoir des remaniements neuronaux. Les neurones vont changer de conformation, vont changer d'activité électrique et vont notamment avoir une activité électrique spontanée qui va démarrer et créer de la douleur en l'absence de stimulus, qui est une des caractéristiques, entre autres,
des douleurs neuropathiques. Et ça va s'installer dans le temps et on va avoir finalement une douleur chronique qui s'installe. Diapositive suivante. Pour faire simple, et je ne rentre évidemment pas dans les détails, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il faut comprendre que, évidemment, je vous fais une version très simpliste. En réalité, il va y avoir des tas de modifications, tant au niveau du système nerveux périphérique que central, des changements de certains canaux ioniques qui servent à moduler l'activité électrique du nerf, des changements de gènes, de phénotypes, etc., de molécules, de neurotransmetteurs. Et donc, en fait, les douleurs neuropathiques sont des choses extrêmement complexes et qui vont nécessiter des prises en charge spécifiques dont on va parler tout à l'heure. Diapositive suivante. Une des choses intéressantes, c'est qu'on a étudié notamment dans notre laboratoire il y a quelques années, c'est le rôle de l'inflammation locale. Et on sait que, a priori, le fait d'avoir une inflammation locale, comme ça sensibilise d'emblée les fibres nerveuses par les médiateurs de l'inflammation, si on traumatise un nerf sur un terrain inflammatoire, on a plus de risque de développer une neuropathie, ou en tout cas de développer une neuropathie plus sévère. Je vous passe les détails scientifiques, puisqu'on n'aura pas le temps, mais il faut comprendre qu'on avait étudié ça dans des modèles animaux, et qu'en gros, on arrive on aggrave la neuropathie si on a un contexte inflammatoire préexistant. Diapositive suivante. Différents mécanismes lésionnels vont être à l'origine de ces douleurs neuropathiques, et ça peut commencer par des choses très triviales, hein, il ne faut pas le négliger. Une simple anesthésie locale peut être à l'origine, par exemple, d'une douleur neuropathique, que ce soit par la neurotoxicité de l'anesthésie. Il faut savoir que toutes nos molécules anesthésiques sont toxiques à forte dose, en tout cas à forte dose à l'échelle d'un nerf, hein, j'entends, ou le traumatisme de l'aiguille, et ça arrive qu'on irrite une fibre nerveuse, notamment lors des anesthésies tronculaires. Diapositive suivante. Voilà. Mais d'autres mécanismes peuvent apparaître, comme l'irrigation canalaire, qui sont des neuropathies chimiques. Vous voyez ce cas où on avait c'était une 47 en cours de traitement endo, et en fait l'irrigation qui dépasse l'apex, qui était un peu large en plus, est venue irriter le nerf alvéolaire inférieur qui était à proximité. Ce sont des neuropathies heureusement qui guérissent bien, mais néanmoins ce sont des causes de douleur. Et évidemment, le traitement endodontique, qu'il soit orthograde ou rétrograde, va créer une désafférentation, c'est-à-dire une destruction de fibres nerveuses, et la formation d'un névrome. Le névrome, c'est une cicatrisation aberrante du nerf, c'est comme une pelote de câble électrique, et donc ce qu'on explique aux patients, c'est que ça crée une sorte de court-circuit, et ce court-circuit va être une source génératrice de douleur. Et dans certains cas, le névrome, lorsqu'on le voit, notamment dans les tissus mous, on peut l'enlever chirurgicalement pour gérer la douleur neuropathique. Ce ne sera évidemment pas le cas dans les tissus profonds, comme notamment les dents, mais en tout cas, c'est le même mécanisme de formation de la douleur neuropathique. Et enfin, une autre cause à ne pas négliger, c'est le dépassement apical d'un matériau, d'un ciment, d'hydroxyde de calcium ou de gutta, qui vont avoir un double effet à la fois chimique, sont souvent des produits très alcalins, notamment les ciments et évidemment l'hydroxyde de calcium, et un effet mécanique de compression du nerf. Et ça va donner des douleurs neuropathiques aiguës extrêmement violentes qu'il va falloir prendre en charge rapidement et efficacement. Diapositive suivante. Et là, ça va être Audrey. Oui, donc là, on va passer la parole à Audrey. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez abordé un sujet que nous, les médecins, on connaît aussi, enfin, pour lequel on rencontre aussi des difficultés. C'est dans l'examen clinique du patient, de bien écouter le patient. Vous allez en parler pas mal, je pense. C'est ce qu'on va parler juste après. Ce dont on va parler, pardon, juste après. Alors, allons-y. Est-ce que vous arrivez à nous parler, Audrey, sans que ça fasse de vibration? Allez-y. Alors, j'essaie. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oui. Ça paraît bien, oui. D'accord, super. Allez-y. Donc, oui, moi je vais aborder l'aspect un peu plus clinique des douleurs neuropathiques avec effectivement la difficulté d'établir le diagnostic. Donc, diapo suivante. Merci. Donc, voilà, en fait, une douleur neuropathique post-endodontique va avoir des caractéristiques qui vont faire que elle va être difficilement, le diagnostic ne va pas être forcément très facile, notamment parce que sa topographie est peu précise, les tableaux cliniques sont peu spécifiques d'un patient à l'autre et la symptomatologie et la sémiologie sont très variables entre patients et aussi chez un même patient, c'est-à-dire que la symptomatologie peut évoluer au cours du temps, se modifier et donc rendre parfois provoquer une errance diagnostique puisque la douleur changeant, c'est vrai que les patients s'orientent vers différentes spécialités médicales.
Et de plus, il n'y a actuellement aucun critère diagnostique validé qui puisse nous permettre de valider réellement cette pathologie, hormis les critères de Benoliel qui ont été proposés, mais qui ne sont pas réellement validés. Donc, cette neuropathie est appelée neuropathie trigéminale douloureuse post-traumatique. La démarche diagnostique va avoir deux objectifs. Premièrement, affirmer la douleur neuropathique post-endodontique, ce qui est difficile puisque nous n'avons pas de critères validés, et également écarter les diagnostics différentiels que nous allons évoquer un peu plus tard. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'interrogatoire médical est de toute façon très important, que ce soit pour les médecins ou pour les dentistes. Nous le savons tous, les patients arrivent avec leurs symptômes, avec leurs ressentis, et il faut savoir les écouter. Donc, c'est vrai que nous avons parfois tendance à interrompre le patient, puisque il part dans une litanie parfois un peu touffue de symptômes, ça part un peu dans tous les sens. Donc malgré tout, il est important de les laisser parler, puisque l'interrogatoire va avoir vraiment une grande place dans le diagnostic. Pour orienter éventuellement le patient, on peut très bien l'accueillir en lui disant racontez-moi ce que vous avez, et encadrant un petit peu l'interrogatoire. L'interrogatoire est forcément long chez les douloureux chroniques que nous recevons en consultation, puisque il peut y avoir une errance depuis plusieurs années. Ils ont déjà vu de nombreux praticiens. Parfois, ils utilisent même des termes très techniques. Ils deviennent un peu experts de leur pathologie, et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément être effrayé de ça, à mon avis, puisque c'est aussi quelque part positif que le patient connaisse des choses sur sa pathologie. En tout cas, il faut vraiment interroger le patient, fouiller et l'aider parfois dans la description, puisque la douleur est souvent difficile à décrire pour les patients, et également elle est difficile à évaluer au niveau de son intensité. Je pense que nous avons tous eu un jour le problème en demandant à un patient de l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Les patients, une fois sur deux, nous répondent mais ça, moi, je ne sais pas, je ne peux pas faire. Donc c'est vrai que ça n'est pas facile. Diapo suivante. Donc, voilà, nous allons évaluer de deux manières la douleur, de manière qualitative et de manière quantitative. Donc, nous allons demander au patient de décrire sa douleur. Là, on peut l'aiguiller en lui proposant des termes comme est-ce que la douleur lance, tire, brûle, serre, est-ce que vous avez des décharges électriques, l'orienter aussi sur le fait que est-ce que la douleur est plutôt continue ou s'il y a des crises douloureuses. La topographie précise de manière à ce qu'il localise. Ça, il peut vous montrer tout simplement avec son doigt, dessiner un petit peu le trajet. Les facteurs aggravants ou calmants, là c'est pareil, on peut éventuellement le guider en lui demandant si lors du brossage ça fait mal, ou à la mastication, ou quand il se rase, ou quand il prend sa douche. C'est vrai qu'il va y avoir des moments comme ça où la douleur peut être un peu plus présente. Nous allons aussi lui demander s'il a des signes d'accompagnement, comme des rougeurs au niveau de la zone douloureuse, ou s'il a une rhinorrhée ou un larmoiement, et également si il présente des comorbidités, des douleurs abdominales ou des vomissements, et également l'évolution de la description de la douleur. Ça, c'est notamment effectivement pour les douleurs post-endodontiques, puisque parfois nous avons des douleurs qui étaient présentes avant le traitement endodontique, en général plutôt des douleurs type pulpite. Donc, il est intéressant de demander au patient de décrire la douleur avant le traitement endodontique et de la décrire après le traitement endodontique, de manière à évaluer si éventuellement on avait déjà des petits signes de douleur neuropathique. L'évaluation quantitative, elle est difficile pour moi, je trouve, au niveau de l'intensité douloureuse. C'est vrai qu'il faut bien préciser au patient que c'est uniquement pour le comparer à lui-même et évaluer l'efficacité du traitement, et pas pour l'évaluer à quelqu'un d'autre. C'est vrai que bon, ça fait redescendre un petit peu la pression.
On lui demande le nombre de crises par jour, la durée des crises et la durée des périodes sans douleur, qui est aussi très importante pour le diagnostic différentiel, puisque cela peut nous permettre de différencier cette douleur neuropathique de certaines céphalées primaires qui vont aussi évoluer par crise et dont le diagnostic se fait en grande partie sur l'interrogatoire et sur la description de la douleur et des crises. Diapositive suivante. Donc, afin que nous parlions tous le même langage, effectivement, nous avons fait un petit rappel sur les différents termes. Je ne vais peut-être pas tous vous les énumérer, vous pouvez les lire. Simplement, c'est vrai que nous avons l'habitude d'utiliser ces termes. Donc, entre nous, on peut les utiliser. Après, si jamais vous diagnostiquez ce type de douleur, moi je vous conseillerais dans votre courrier ou dans votre dossier de noter peut-être plus spécifiquement voilà, douleur causée par un stimulus normalement non douloureux ou l'anesthésie, absence de sensation, peut-être avec des non-experts, plutôt décrire la douleur plutôt que en l'assimilant bien sûr au terme, mais voilà, ne pas hésiter à décrire un petit peu tout ça, puisque une anesthésie douloureuse est parfois assez proche d'une anesthésie non douloureuse. Le patient a un petit peu de mal parfois à différencier les deux. Diapo suivante. Donc l'examen clinique dans un second temps, une fois que l'interrogatoire nous a apporté toutes les données, nous devons faire un examen clinique complet, dans un premier temps exobuccal, dans un second temps endobuccal, comme nous pouvons le faire nous quotidiennement en tant qu'omnipraticiens. Voilà, nous restons très rigoureux au niveau de l'examen clinique. Diapo suivante. Donc l'examen exobuccal va donc se décomposer en 4 parties, l'examen général, neurologique, musculo-articulaire et l'examen fonctionnel, avec l'examen général qui va nous permettre d'évaluer la symétrie, des tuméfactions éventuelles, des lésions dermato ou la palpation des aires ganglionnaires qui peuvent nous orienter sur éventuellement un autre diagnostic que celui de douleur neuropathique. L'examen neurologique va chercher une hypo ou une hyperesthésie, une allodynie, donc c'est-à-dire une douleur provoquée par un geste qui normalement ne l'est pas. Et alors on va rechercher également des signes végétatifs. L'examen musculo-articulaire va nous permettre de palper toutes les chaînes des muscles masticateurs ainsi qu'au niveau cervical, et la palpation des pôles latéraux des condyles mandibulaires à la recherche de dysfonctionnement temporomandibulaire essentiellement. Et un examen fonctionnel de manière à évaluer la cinétique mandibulaire, sachant que ces douleurs neuropathiques, parfois, peuvent justement modifier un petit peu la cinétique mandibulaire, puisque la douleur peut limiter l'ouverture ou certains mouvements. Diapo suivante. Donc l'examen exobuccal classique, je pense que tout le monde peut le faire, avec la palpation des ATM, des sternocléidomastoïdiens, des masséters. Donc toutes ces palpations se font toujours de manière bilatérale. Les ATM sont palpés bouche fermée, bouche ouverte, à la recherche éventuellement d'un bruit articulaire ou on palpe aussi pour évaluer s'il y a une douleur articulaire. Les masséters, pour les repérer avant palpation, on peut tout simplement faire serrer les dents au patient, comme ça on repère un petit peu. La palpation nous permet éventuellement de dépister des bandeaux tendus qui peuvent être un petit peu plus douloureux, qui peuvent être le siège de douleur de myalgie. Les sternocléidomastoïdiens également, et les temporaux, de la même manière que les masséters, pour les repérer, on peut faire serrer les dents au patient de manière à repérer leur position. Voilà, diapo suivante. Donc ensuite, l'examen neurologique. Donc là, nous allons évaluer l'hypo ou l'hyperesthésie, c'est-à-dire qu'avec une sonde, doucement, nous allons piquer la zone de manière à évaluer si le patient a une sensation au niveau de la zone douloureuse. Et bien sûr, on vérifie, on fait toujours un contrôle en contrôle latéral, de manière à ce que le patient puisse comparer entre une zone qui n'a pas
qui n'est pas douloureuse et la zone douloureuse. Évaluation de l'allodynie au frottement, voilà, avec un simple toucher ou au frottement. Et là, nous faisons juste un rappel des 3 branches du trijumeau. Diapo suivante. Donc au niveau endobuccal, finalement, nous allons aussi être très rigoureux avec l'examen neurologique, musculaire, dentoparodontal et ostéomuqueux, avec toujours au niveau neurologique la recherche d'une hypo ou d'une hyperesthésie et d'une allodynie. Donc toujours pareil, nous testons le côté douloureux, nous testons à l'inverse le côté opposé et nous faisons comparer aux patients les 2 côtés de manière à ce qu'ils puissent évaluer aussi l'impact de cette douleur neuropathique. L'examen musculaire, donc l'examen musculaire, nous allons palper le tendon du temporal ou les muscles pelvibucaux. Au niveau parodontal, là je pense que nous sommes revenus en arrière. Est-ce que je pourrais avoir la diapo suivante? Ouais, on va passer directement. Non, en fait, on a loupé. Donc il y a aussi l'examen dentoparodontal pour vérifier s'il n'y a pas des poches parodontales, notamment parce que l'un des diagnostics différentiels d'une douleur neuropathique, c'est une dent fissurée. Et donc, nous recherchons une poche localisée qui peut nous orienter sur une fissure ou bien avec un test de morsure également pour tester la présence d'une éventuelle fissure. Voilà. Et l'examen ostéomuqueux avec bien sûr l'examen des maxillaires et un examen minutieux des muqueuses buccales, puisque l'un des diagnostics différentiels peut être également une lésion dermato. Voilà. Et, diapo suivante. Donc au niveau endobuccal, nous évaluons le territoire du nerf buccal avec une sonde de manière à tester sa sensibilité. Ensuite, diapo suivante. Alors, les examens radiographiques. Alors, le souci, justement, c'est que assez fréquemment, nous n'avons pas de moyens de visualiser une douleur neuropathique sur une imagerie, hormis si, lors du traitement endodontique, il y a un dépassement de pattes ou la proximité d'une émergence. Donc, effectivement, dans ces cas-là, nous pouvons affirmer la douleur neuropathique, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, nous n'avons sur l'imagerie aucun signe qui puisse nous orienter sur le diagnostic d'une douleur neuropathique. Diapo suivante. Alors voilà, donc ça, là nous reprenons un petit peu toutes les caractéristiques tous les critères qui vont nous permettre de suspecter une odontalgie d'origine neuropathique. Donc tout d'abord la caractéristique de la douleur. Les patients vont vous rapporter très fréquemment des douleurs à type de décharge électrique, de brûlure. Ce sont les deux principales caractéristiques, avec également une sensation de serrement ou de corps étranger, comme si il y avait toujours quelque chose de coincé entre les dents. Parfois, du coup, ils passent sans arrêt les brossettes ou le fil, pensant qu'il y a quelque chose de coincé entre les dents, et ça va encore plus exacerber la douleur. Il peut y avoir aussi une sensation de lourdeur, de froid douloureux, de fourmillement, de picotement. Donc ce sont des termes qui vont revenir assez fréquemment et comme nous pouvons le voir, ce sont des termes qui ne décrivent absolument pas une douleur dentaire classique. Donc la douleur va être résistante au traitement antalgique, même de palier 2 ou 3, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner de l'accupant, ça n'aura aucun effet. Et la douleur est décrite comme différente des douleurs dentaires habituelles. Donc ça, c'est vrai que les patients le ressentent très bien et c'est pour ça qu'il faut, on en revient toujours au même, écouter les patients. Un patient a quand même assez fréquemment a déjà eu une douleur dentaire et ils arrivent vraiment à
à nous dire que vraiment c'est très différent. Ils nous disent mais je sais ce que je dis, je sais que c'est pas ça, enfin voilà. Et c'est là où il faut vraiment savoir les écouter. Donc la topographie est également importante puisque une douleur neuropathique va se trouver au niveau d'un trajet nerveux. Et sur une dent traitée, dans le cas des douleurs neuropathiques post-endodontiques, sur une dent traitée qui peut être traitée et sans anomalie clinique ou radiographique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une dent qui sur la radio est avec une obturation parfaite. Cliniquement, vous n'aurez pas de signes cliniques, mais elle est douloureuse. Les signes d'accompagnement vont être donc une hypo ou une hyperesthésie dans la région douloureuse, c'est-à-dire que quand avec une sonde, vous allez sonder sur la zone, soit ils vont moins sentir par rapport au côté opposé, soit à l'inverse, ils vont plus sentir. Et ils ont cette sensation de fourmillement, picotement, démangeaison. Alors, il y a quand même des terrains à risque pour ces douleurs neuropathiques. Notamment, elles sont plus fréquentes chez les femmes avec un âge supérieur à 40 ans et ayant des antécédents de dépression ou d'autres douleurs chroniques ailleurs dans le corps ou certaines pathologies spécifiques comme le diabète et le zona. Le diabète peut aussi avoir des douleurs neuropathiques. Les patients diabétiques ont aussi des douleurs neuropathiques sur d'autres localisations assez fréquemment. Diapo suivante. Merci. Alors, un des outils diagnostiques qui nous permet de diagnostiquer une douleur neuropathique de manière générale, ça va être le DN4, qui a donc été conçu pour les douleurs neuropathiques, mais de manière générale, dans tout le corps. Donc, c'est vrai que pour diagnostiquer une douleur neuropathique avec ce questionnaire, il faut avoir au moins 4 réponses positives sur les 10 questions. Donc, ces questions vont être essentiellement sur les caractéristiques de la douleur, voir s'il y a également une hypo, une hyperesthésie, au tact, à la piqûre, au frottement. Mais donc, c'est vrai que ce questionnaire est assez simple à utiliser. Et il peut être utile dans la détection précoce des douleurs neuropathiques, mais pour autant, même un score négatif au DN4 n'exclut pas forcément le diagnostic de douleurs neuropathiques, puisque comme je l'ai dit, il n'a pas été conçu spécifiquement pour les douleurs neuropathiques post-traumatiques buccales, et donc les caractéristiques des douleurs neuropathiques post-endodontiques sont un peu différentes des douleurs neuropathiques générales. Diapo suivante, s'il vous plaît. C'est pourquoi un outil diagnostique est actuellement en cours d'élaboration. Le docteur Moreau est en train d'élaborer un nouveau questionnaire qui permettrait de diagnostiquer de manière plus ciblée la douleur neuropathique post-endodontique. Donc pour l'instant, il est en cours d'élaboration et il reprend les principaux critères que l'on retrouve dans la littérature et qui caractérisent les douleurs neuropathiques. Diapo suivante. Donc là, le docteur Moreau a fait un comparatif entre le score que l'on trouve avec le DN4 et le score que l'on trouve avec le questionnaire en cours d'élaboration qui s'appelle le NODS, c'est-à-dire que nous avons pris 10 patients qui présentaient des douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques ont été validées avec les critères proposés par Benoliel, et donc nous avons donc testé ces patients avec le DN4, avec le NODS, et nous voyons donc que le NODS est largement plus pertinent pour faire le diagnostic. Diapo suivante. Donc les différents diagnostics différentiels de ces odontalgies non odontogènes peuvent être expliqués déjà par la physiopathologie des douleurs référées, puisque tout simplement nous avons une convergence de signaux neuronaux d'origine distincte qui vont donc converger, et nous pouvons avoir une localisation dentaire d'une douleur qui à l'origine n'est absolument pas dentaire. Diapo suivante.
Donc, les différentes structures qui peuvent être à l'origine d'une odontalgie, donc là, nous avons tout listé. Donc, elle peut être d'origine cérébrale, une migraine notamment. Les migraines peuvent avoir des douleurs, des localisations dentaires. Là, par contre, la douleur aura les mêmes caractéristiques qu'une migraine, c'est-à-dire que ce sera une douleur vraiment pulsatile. On va retrouver les caractéristiques qui décrivent une migraine. Et il y a aussi assez fréquemment des signes accompagnants comme des nausées, des vomissements, une phono, une photophobie, qu'il faut donc rechercher également au niveau de l'interrogatoire. Nous pouvons aussi avoir une origine musculaire à ces douleurs, puisque un syndrome myofascial, des douleurs myofasciales, avec ces bandeaux tendus que l'on trouve au niveau des muscles, quand on va palper ces bandeaux, il y a donc des points gâchettes, des points douloureux qui vont référer parfois au niveau des dents. Donc, une douleur musculaire peut très bien provoquer, mimer une douleur dentaire, ce qui arrive finalement assez fréquemment. Nous pouvons aussi avoir une origine osseuse avec des ostéites ou des tumeurs ou des kystes. Là, en général, l'imagerie nous apporte quand même quelque chose d'objectif. Il peut aussi y avoir des douleurs référées d'origine cardiaque ou néoplasique. Une origine sinusienne. Donc, l'origine sinusienne est toujours un peu compliquée à avoir, parce que c'est vrai que on se renvoie souvent la balle entre le dentiste et l'ORL. Donc, là, il faut être un peu perspicace. On peut aussi avoir une origine dentaire avec une pulpopathie, la fêlure que j'ai évoquée tout à l'heure, ou une desmodontite. C'est vrai que la simple fêlure peut vraiment ressembler. Les critères sont vraiment les caractéristiques sont vraiment parfois très semblables à celles d'une douleur neuropathique, et il faut vraiment faire le diagnostic différentiel. L'origine muqueuse, puisque les aftes, le lichen plan peuvent également provoquer des douleurs au niveau des dents. Diapo suivante, s'il vous plaît, qui va reprendre finalement les différentes étiologies, avec donc les odontalgies neuropathiques, neurovasculaires, avec les migraines, les céphalées de tension, les odontalgies cardiogéniques, néoplasiques, musculaires et locorégionales. Diapo suivante. Donc à la prise en charge. Donc le diagnostic est déjà compliqué, mais alors la prise en charge doit être assez complexe, j'imagine. Oui, c'est un peu la même. Alors, elle est complexe, elle est surtout, nous allons voir un petit peu la prise en charge, effectivement, chez ces douloureux. Alors après, tout va dépendre aussi du moment où la prise en charge est enclenchée, si c'est plutôt en phase aiguë ou en phase chronique. Là, ça va aussi faire la différence, et c'est pour ça qu'il est très important de dépister ces douleurs le plus rapidement possible, de manière à pouvoir les prendre en charge rapidement, puisque plus une douleur est prise en charge rapidement, moins nous allons avoir un tableau douloureux chronique, puisque il y a quand même une composante psychologique aussi dans la douleur chronique qu'il est important de prendre en charge, alors que au départ, une douleur neuropathique peut être prise en charge plutôt. Plus une douleur neuropathique est prise en charge rapidement, de toute façon, et mieux c'est. Donc voilà. Diapo suivante. Voilà, donc en fait, nous avons deux principes généraux du traitement. Là, je vais parler essentiellement des traitements pharmacologiques, avec dans un premier temps une diminution de la conduction neuronale, avec des molécules que les dentistes n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser, puisque nous utilisons des antiépileptiques, donc les antiépileptiques on n'a pas l'habitude, les anesthésiques locaux quand même un peu plus, et d'autres traitements avec la capsaïcine en topique. Donc les antiépileptiques vont être par voie générale. Il va y avoir dans certains cas vraiment un suivi à faire de manière très précise. Les anesthésiques locaux, là ça va être des injections réitératives de manière fréquente, qui va diminuer également la conduction neuronale, ou des traitements là vraiment uniquement topiques,
avec la capsaïcine, qui est l'équivalent du piment, et qui va venir saturer les terminaisons nerveuses. Donc, c'est vrai que nous allons le voir un peu plus loin, mais on adapte vraiment la thérapeutique au terrain, à la demande du patient et à sa capacité aussi finalement à vivre avec les effets secondaires de ces molécules, puisque les antiépileptiques notamment vont quand même avoir des effets secondaires qui, chez certaines personnes, que certains patients n'ont pas envie de vivre. Après, nous allons aussi utiliser des molécules qui vont là plus moduler les voies nociceptives centrales, comme les antidépresseurs, la principale étant l'amitriptyline, ou également toujours des antiépileptiques avec la prégabaline et la gabapentine. Donc les modalités de prescription, nous allons les revoir un peu plus tard, mais globalement, il faut retenir que on part toujours sur une monothérapie ou association de molécules. Donc les traitements vont être systémiques et ou topiques, c'est-à-dire qu'on peut très bien associer un traitement systémique à un traitement topique. Nous sommes bloqués un petit peu puisque le clonazepam nous n'avons pas de possibilité de prescrire le clonazepam. Donc dans ces cas-là, il faut adresser à un neurologue en cas d'échec des autres molécules, et la ropivacaïne est uniquement à utilisation hospitalière. Diapo suivante. Voilà, donc en fait, là, nous avons repris un petit peu l'algorithme thérapeutique des douleurs neuropathiques post-odontiques. Donc finalement, ce qui va orienter dans un premier temps la molécule, ça va être la sémiologie. C'est-à-dire qu'une douleur continue, qui est plutôt à type de serrement ou de pression, nous allons plutôt, dans première intention, prescrire de l'amitriptyline, donc du Laroxyl en gouttes. D'autant plus si nous avons une comorbidité dépressive, puisque l'amitriptyline est un antidépresseur. Par contre, sur une douleur paroxystique, donc c'est-à-dire qui va présenter des crises douloureuses, là, nous allons plutôt partir sur la prégabaline, ou si nous avons une douleur avec un fond continu, mais avec un caractère plutôt de brûlure, nous allons également proposer la prégabaline. D'autant plus si au niveau comorbidité, nous avons des patients anxieux. Donc ça, c'est en première intention. En deuxième intention, si nous avons une inefficacité du traitement, à ce moment-là, nous changeons de molécule et on switch. Voilà. Et en troisième intention, le clonazepam, qui donc ne nous est pas possible de prescrire. Donc si il y a une efficacité partielle, donc si finalement on prescrit de l'amitriptyline en première intention et que nous avons une efficacité mais pas complète, soit on peut associer la prégabaline à l'amitriptyline, soit nous pouvons associer à l'amitriptyline un traitement topique comme la capsaïcine. Diapo suivante. Voilà, donc le principe de prescription, on fait toujours une titration très 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 lente avec ce type de molécules, c'est-à-dire qu'on initie toujours à des doses très faibles parce qu'ils ont, comme je le disais, des effets secondaires, donc il y a vraiment un temps d'adaptation, il faut que le patient s'adapte pour qu'il accepte le traitement et qu'il ait une bonne observance du traitement. Surtout que ce sont des traitements qu'il va falloir mettre en place pour plusieurs mois, puisqu'il faut au moins avoir 6 mois de silence, qu'il n'y ait plus de douleur pendant 6 mois avant d'envisager une titration pour diminuer le traitement. Donc, c'est-à-dire que on va titrer, on va augmenter petit à petit les doses. Le Laroxyl, on augmente goutte par goutte, et le Lyrica, la prégabaline, on y va aussi tout doucement, jusqu'à obtenir une absence de symptômes. Quand on a une absence de symptômes, là, on reste 6 mois à la même dose, et ensuite, on envisage de réduire, pareil, de manière progressive, les posologies. Donc ensuite, il peut y avoir effectivement également une prise en charge de l'anxiété, de la dépression ou des troubles du sommeil si le traitement des douleurs est insuffisant. Et voilà, il faut toujours prendre en charge également les autres types de douleurs associées.
Diapo suivante, qui va reprendre, voilà, qui va reprendre un petit peu le schéma, qui vous remontre un petit peu la réévaluation à avoir. C'est-à-dire que si donc on réévalue, on met en place un traitement, on réévalue entre 2 semaines à 1 mois. Si on a un effet pharmacologique qui est très bon, c'est-à-dire si on n'a plus de douleur et si on n'a pas trop d'effets secondaires, on maintient pendant 6 mois et ensuite on fait un sevrage progressif. Si on a une efficacité partielle et que les effets secondaires sont également plutôt bien tolérés, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va augmenter petit à petit la dose jusqu'à obtenir un silence clinique. Donc, on fait une titration. Par contre, si l'effet du médicament n'est pas vraiment flagrant et qu'on a quand même quelques effets secondaires, à ce moment-là, on essaie quand même de maintenir le médicament pendant 1 mois. On fait une épreuve thérapeutique et on réévalue. Si vraiment on n'a pas d'efficacité, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, on change le médicament. Par contre, si à l'inverse, on a une aggravation du tableau clinique et qu'en plus on a des effets secondaires, à ce moment-là, on change de molécule. Voilà. Diapo suivante. Alors, une des perspectives futures que le docteur Moreau, c'est un sujet que le docteur Moreau et le professeur Yves Boucher sont en train d'étudier, c'est les injections de toxines botuliques. Il y a un PHRC en cours à la Pitié-Salpêtrière, puisque le principe est que il y aurait une inhibition de la transmission nociceptive dans les fibres nerveuses lésées, infectées par la toxine botulique. Donc, la toxine botulique inhiberait la transmission nociceptive. Voilà, donc c'est une étude qui est en cours pour le moment. Il n'y a absolument pas de validation. Diapo suivante, mais c'est quand même une piste très intéressante. Donc, faire très attention effectivement au niveau des stratégies thérapeutiques pour le chirurgien dentiste, puisque les douleurs neuropathiques post-endodontiques sont souvent très difficiles à diagnostiquer et leur prise en charge sont aussi très difficiles. Il faut vraiment une prise en charge spécialisée. Si vous ne vous sentez pas capable de prendre en charge, voilà, il faut vraiment adresser le plus rapidement possible à une consultation spécialisée de manière à ce que la prise en charge se fasse le plus rapidement possible pour éviter l'errance diagnostique. Surtout, ne pas dire au patient qu'il n'y a rien ou que c'est dans sa tête. On l'entend très 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 fréquemment, des patients qui sont en errance médicale et qui arrivent en disant mais j'ai déjà vu 4 dentistes, il m'a dit que je n'avais rien. Voilà, on ne me croit pas. C'est vrai qu'il y a un réel désarroi de la part de ces patients. Et le risque, effectivement, ça va être d'avoir un geste iatrogène, c'est-à-dire que ces patients vont être tellement en demande de trouver une solution, la dent leur fait tellement mal. En plus, un des caractéristiques de cette douleur, ça va être cette sensation d'arrachement. Ils vont vraiment avoir envie d'arracher cette dent. Donc, c'est vrai qu'ils vont vraiment insister auprès de vous pour dévitaliser, arracher. Enfin voilà, ils peuvent être très pressants et donc il faut vraiment avoir confiance dans son diagnostic. Diapo suivante. Voilà, donc au niveau de la prise en charge, ce qui va être important, ça va être déjà d'expliquer la pathologie au patient en insistant bien et en disant que un traitement dentaire ne va pas améliorer la douleur puisque le problème, ça n'est pas la dent, c'est vraiment une douleur neuropathique. Donc, il ne faut pas hésiter à bien expliquer que ça n'est pas dans sa tête, mais qu'il y a une lésion du système nerveux et que même si on ne peut pas l'objectiver par une radio ou par un examen, ce qui va effectivement beaucoup les déstabiliser parce que d'habitude, quand on a un problème, on prend une radio ou on fait une analyse biologique et on a quelque chose qui objective le problème. Là, le souci avec cette pathologie, c'est vrai que nous n'avons pas de signe objectif et le patient lui-même peut douter du diagnostic. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il va d'autant plus insister pour obtenir une solution rapide qui peut être une dévitalisation ou une extraction. Donc, la prise en charge est longue et difficile.
va être très variable selon les patients. C'est vrai que déjà, il faut que le patient supporte le traitement médicamenteux, il faut qu'il accepte les effets secondaires, il faut qu'il accepte le fait que ce soit une prise en charge longue et que surtout, nous lui disons assez rapidement que avec ce type de douleur, nous n'avons pas la certitude de revenir à la normale. Donc c'est vrai qu'il faut aussi qu'il soit capable d'entendre que il aura peut-être une petite douleur résiduelle. Alors ça n'est pas notre objectif, hein, on cherche toujours à faire disparaître totalement la douleur, mais voilà, ça reste une des problématiques. Et il faut toujours faire attention puisqu'une douleur neuropathique orofaciale peut toujours cacher une pathologie grave sous-jacente. Nous avons eu notamment des cas de CEP. Voilà. Diapo suivante. Donc, on va peut-être avoir le temps de présenter quelques cas cliniques qui Voilà. sont assez intéressants. Donc, je vous laisse. Ouais, mais c'est pour ça, là, je pense que j'ai terminé. Donc Audrey, tu veux que je Non, prenne la oui, suite? vas-y. On va essayer de faire assez rapide, si j'espère avoir le temps de faire tout. De toute façon, vous allez voir, les cas sont normalement, en tout cas pour les premiers, assez évidents, surtout qu'en plus, il n'y a pas trop de suspense, hein. Mais comme on disait en début de présentation, on peut avoir des cas parfois de neuronopathique assez spectaculaires et assez, oui, spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Notamment cette jeune patiente de 23 ans qui était venue suite à un retraitement odontique de sa 46 et qui avait des douleurs, EVA10, hein, et qui était vraiment dans un état évidemment de douleur absolument abominable et qui avait une allodynie très sévère de la région génienne basse. Et en fait, l'imagerie nous a permis de comprendre rapidement de quoi il en était, hein. Tout simplement d'un dépassement de méthode d'obturation qui avait l'air d'être à proximité du canal. Diapo suivante. S'il vous plaît. Voilà. Et en fait, quand on fait une imagerie, on voit que malheureusement le matériau est dans le canal mandibulaire, donc il n'y a pas trop de doute sur le diagnostic malheureusement. Donc c'est une neuropathie post-traumatique assez classique. Alors je vous passe les détails du type de lésion. Alors il y a des différentes classifications, hein, mais faut tout simplement comprendre une irritation mécanique et chimique du nerf. Diapo suivante. La problématique principale de ce genre de cas, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Quand on regarde l'imagerie, vous voyez, on est quand même sur un dépassement de matériau très profond, chirurgicalement difficile d'accès, sachant qu'on a une patiente qui ne se laisse pas toucher, puisque le moindre contact, ce qu'on avait dit, l'allodynie, hein, c'est le moindre effleurement déclenche une douleur insupportable. Donc évidemment, chirurgicalement l'opérer, ça devient compliqué. On n'est jamais à l'abri de surrajouter un traumatisme. Donc après, c'est très discuté, hein. Il y a vraiment deux écoles. Ici, on a choisi plutôt de faire une approche médicamenteuse par de la prégabaline, hein, donc un antiépileptique. On a commencé à 150 mg par jour, qui a été très bien toléré. Et, rapidement, la patiente allait mieux et on est monté progressivement par titration, comme disait ma collègue, jusqu'à 450 mg par jour, ce qui lui a permis d'avoir plus de douleur. Et après 6 mois sans douleur, on a pu enlever le traitement complètement. Et la patiente a pu reprendre ses soins dentaires, elle a fini ses soins, sa couronne sur la 46, sans reprise des douleurs, et on a décidé de laisser le matériau en place, il fait de mal à personne, hein. Et elle a retrouvé une fonction neurologique tout à fait normale, et à 1 an, on a une cicatrisation parfaite, sans problème. Diapo suivante. Après, on a des cas un peu plus subtils d'un point de vue même histoire du diagnostic, hein. Une patiente de 24 ans qui a été en fait adressée par une endodontiste. Alors, l'histoire est un peu complexe, je vais essayer de vous la faire vite. Mais en gros, tout a commencé 2 ans auparavant avec des douleurs au niveau mandibulaire. Elle va voir son praticien qui lui enlève la 38. Les douleurs s'aggravent. Bon, le praticien se dit, ou je sais plus si c'est le même praticien, mais un autre praticien se dit, voilà, c'est peut-être la 36 qui avait peut-être une petite carie. Le traitement d'eau est fait, ça n'améliore pas les choses. Le praticien, peut-être très modeste, se dit, non, mais peut-être que j'ai pas bien fait mon endo. Je refais le traitement. Les choses ne s'améliorent pas, voire même s'aggravent, puisque les douleurs commencent à irradier à l'oreille. Elle consulte un ORL qui, évidemment, ne trouve aucune cause particulière, comme c'est souvent le cas, et elle est adressée à l'endodontiste pour faire un deuxième retraitement d'ontie de la 36. Et cet endodontiste, qui a été une de mes étudiantes, qui connaît un peu cette thématique, cette problématique des douleurs neuropathiques, me dit, vient me voir à l'hôpital, et elle me dit, écoute, là, je le sens pas, c'est bizarre cette histoire, l'endo, elle est nickel, je pense pas que ce soit ça qui cause les douleurs.
Donc on la voit en consultation, on l'interroge, elle décrit des douleurs spontanées continues à type de serrement et des douleurs provoquées par l'alimentation de brossage, très évidentes, EVA10, diapo suivante. L'examen clinique est très pauvre, finalement, on voit pas grand-chose. Hein. Il y a un petit sondage douloureux en MEZ26, mais il n'y a pas de poche paro, il n'y a pas de perte d'attache, enfin vraiment rien qui ferait se penser même une fêlure. La rétro-alvéole de 36, c'est pareil, montre un traitement d'eau satisfaisant, je vous l'ai pas mis là, mais vraiment rien de spécial, il n'y a pas de lésion périapicale. Et la patiente nous avait ramené sa panoramique. Alors d'abord, la panoramique avait été faite juste après l'extraction de la 38. Et ce qui est intéressant, si on regarde de près, c'est qu'on devine quand même sur là où il y avait l'alvéole qu'on avait quand même probablement une contiguïté anatomique entre l'apex de la 38 et le canal mandibulaire. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose quand même à creuser de ce côté-là. Donc, diapo suivante. Donc, on lui fait un cone beam. Alors le cone beam est fait longtemps après, mais on arrive quand même à voir encore des stigmates de l'ancienne alvéole. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit le canal rétromolaire qui est une petite branche en fait du nerf alvéolaire inférieur, hein, un petit rameau, en continuité avec l'apex de l'alvéole. Hein, là, c'est ce que je vois avec le petit rond noir. Là, c'était le bout de l'alvéole. Et donc, on a cette solution de continuité qui nous fait penser que effectivement, peut-être qu'un rameau nerveux a pu être abîmé, pour parler simplement, pendant l'extraction. Donc, fort de cette idée, on interroge la patiente un peu plus et elle nous dit qu'effectivement, de son souvenir, que cette intervention pratiquée sur le style local, l'avulsion de la 38 avait été bien difficile, longue. C'était voilà, le praticien avait eu beaucoup de difficultés à l'enlever. Et ce que remarque la patiente, c'est que les douleurs post-extraction de la 38 étaient complètement différentes des douleurs pré-extraction. Maintenant qu'on lui en parle, elle dit ah oui, effectivement, c'est vrai. Et pour couronner le tout, parce on avait quand même une petite idée en tête, la patiente nous rapporte qu'elle avait une grosse période de stress juste avant l'extraction de sa 38. Diapo suivante. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre un peu le cheminement et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Notre hypothèse, c'est une neuropathie post-traumatique, donc suite à l'extraction de cette 38. Vous voyez on a voilà a priori un tableau cohérent avec une neuropathie. Mais la question qui se pose aussi, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là? Notre hypothèse, alors c'est évidemment c'est que du putatif, mais je pense que c'est assez cohérent. Hein. On le voit souvent. La patiente a probablement eu des myalgies macétérines, hein, sur un bruxisme de serment. Les patients stressés, on en a beaucoup en période d'examen, tous les jeunes là, qui viennent avec leurs douleurs au master. Et en fait, ces douleurs-là, ça mime des péricoronarites à s'y méprendre. Hein, et donc, les praticiens, à juste titre, pensant bien faire, font souvent des avulsions dentaires, parfois inutiles. Là, il se trouve que malheureusement, et ça peut arriver aussi, l'extraction de la 38 s'est traduite probablement par une neuropathie. Et devant les douleurs persistantes, des traitements ont été faits dans la région, pensant bien faire également, et qui ont probablement aggravé les douleurs. Donc nous, une fois qu'on la voit, la seule question qui nous reste, c'est voilà, comment est-ce qu'on va l'aider? Vu le tableau clinique, on s'oriente d'emblée vers plutôt de l'amitriptyline, comme on vous l'avait dit juste avant avec l'algorithme qui est issu de notre expérience. Hein. On a ce sentiment que selon ce type de douleur, la façon dont sont décrites, ces douleurs à type de serrement répondent mieux à l'amitriptyline. C'est purement empirique, mais il y a peut-être un fond de vérité. Et ça fonctionne. Alors au début c'est déjà très spectaculaire puisqu'elle passe à J7 de EV9 à EV1, donc vous imaginez bien qu'elle était fort contente. À 4 mois, elle était asymptomatique, encore sous traitement, et puis au bout d'un an et demi, on a pu la sevrer complètement. Et on l'a revue en contrôle 6 mois après son dernier rendez-vous, et c'était assez mignon. D'un côté, elle est revenue pour nous dire au revoir, disant écoutez, voilà, je suis guérie, donc j'ai plus besoin de vous, donc je vous dis salut. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette chance, malheureusement. Souvent, les patients, ils vivent avec des douleurs chroniques à vie, mais de temps en temps, quand on les prend tôt chez des patients jeunes en bonne santé, et avec peut-être un bon capital cicatriciel, si j'ose dire, on peut imaginer une guérison, comme c'était le cas ici. Diapo suivante. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là, et vous allez voir que dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce cas-là, je l'ai intitulé une patiente complètement folle, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Cette gentille dame, donc de 56 ans, de bonne santé, qui avait vraiment en plus aucune maladie, c'est assez rigolo, mais beaucoup de patients neuropathiques ont un tableau, un terrain médical complètement sain, donc il n'y a même pas de doute de l'influence d'une autre pathologie, entre guillemets. Donc elle vient en consultation douleur, adressée sur le conseil de son dentiste, qui est un ami, parce que cette dame a des douleurs chroniques à type de brûlure, de tiraillement au niveau de la crête édentée de la 16 depuis 1 an. Ce qui est intéressant, et ça on a pu le vérifier, c'est qu'en fait cette patiente a consulté de nombreux spécialistes, et on avait fait le décompte ensemble. Elle avait vu 20 médecins en 6 mois, sans qu'aucun ne trouve d'explication à sa douleur.
Et le problème, c'est que tout le discours qui avait l'air d'être commun entre tous ces praticiens et a priori même sa famille, c'était que bon, s'il n'y a pas de cause, c'est probablement que c'est dans la tête. Et même sa famille lui aurait dit, ma chérie, si tous les médecins disent que t'as rien, pose-toi des questions. Et donc elle avait pris rendez-vous chez le psychiatre. Mais entre-temps, elle avait vu son dentiste qui lui a dit oh, allez voir Dr Moreau quand même avant, on sait jamais. Donc on la voit, on n'est pas certain de pouvoir l'aider, mais en tout cas on essaie modestement au moins de l'écouter. Elle nous raconte donc ces douleurs sont apparues suite au traitement dentique de sa 16, qui avait une infection, enfin classique vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, ces douleurs étaient différentes des douleurs pré-traitement endo. Les douleurs sont continues, ce qui est des caractéristiques souvent de ces neuropathies, EVA6, et elles résistent à tous les traitements antalgiques prescrits. Alors elle avait pris beaucoup de choses, mais rien ne fonctionnait. Et les douleurs étaient persistantes, voire même légèrement pires, malgré l'extraction de la 16 et puis ensuite de la 17. Diapo suivante. L'examen clinique était strictement normal, hormis une petite hypoesthésie, effectivement. Elle sentait un petit peu moins au niveau de la crête édentée en regard de 16, mais sinon, il n'y avait vraiment rien de spécifique par ailleurs. L'imagerie était tout à fait normale. Alors, il y avait un petit épaississement sinusien, mais comme on le voit très souvent et qui n'est pas forcément cliniquement significatif. Et donc, notre hypothèse, c'était que cette patiente avait probablement une forme de neuropathie post-traumatique. On a fait un traitement d'épreuve à la prégabaline. On dit traitement d'épreuve parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est ça, mais si ça répond au traitement, il y a quand même des arguments pour penser que c'est effectivement neuropathique. Et dès les premières prises, ça a diminué fortement ses douleurs. Et ce qui était rigolo dans cette histoire, c'est que la patiente n'était pas forcément heureuse d'aller mieux au niveau douleur, parce qu'elle n'était pas si invalidée que ça, mais c'est surtout qu'elle était contente de pouvoir nous dire, mais je savais bien que j'étais pas folle, et de savoir qu'elle avait une cause rationnelle à sa douleur. Et on a continué à la suivre pendant longtemps, puis après on a eu toute la famille, comme c'est souvent le cas pour d'autres problèmes. Diapo suivante. Donc juste en discussion rapide de ces cas, voilà, c'est une des problématiques, et ça rejoint vraiment la thématique de cette soirée aujourd'hui, c'est que malheureusement, et même vraiment avec toute la bonne volonté du monde, si on n'a pas le bon diagnostic sur des tableaux qui sont, on le dit encore une fois, très complexes, on a souvent malheureusement des soins inutiles et c'est vraiment une problématique importante. Et on a des patients qui ont des errances diagnostiques parfois majeures. Nous, notre record, c'est quand même une patiente qui avait 19 ans d'errance pour cette pathologie-là. Le record, c'est 20 pour une autre pathologie. Donc, vous imaginez 19 ans sans diagnostic, c'est quand même pas rien. Et malheureusement, il y a de nombreux traitements iatrogènes. Alors, soit par zèle du praticien, c'est un peu méchant, mais par certains sont très interventionnistes, ce que j'entends parfaitement, ou parfois inversement, et c'est plus souvent le cas, c'est l'insistance du patient. C'est les patients qui disent docteur, je cite vos papiers, mais faites-moi quelque chose, je vous assure, enlevez-moi la dent, ça ira mieux. Et c'est à nous de dire au patient, non, je vous assure, le traitement sera pas forcément utile. Et c'est très difficile parce que le patient a l'impression qu'on le laisse tomber, alors que pas du tout. Et donc à ce titre, c'est mieux vaut botter en touche positivement et adresser à un spécialiste qui aura un discours peut-être un peu plus rodé sur pourquoi il ne faut pas faire de soins dentaires en première intention. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, c'est pas parce qu'on trouve pas immédiatement le cause de la douleur qu'il n'y en a pas. Il faut surtout pas, et j'espère que personne ici le fait, mais se retrancher derrière là où c'est dans votre tête ou arrêter d'exagérer, etc. Il y a souvent des explications tout à fait rationnelles. Ok, donc leur avançant, on va peut-être passer à la conclusion, si vous voulez Dommage, bien. on veut plus le meilleur cas. Oui, parce que vous aviez l'échappée belle. Alors on vous laisse aller 5 minutes pour le présenter. Non, mais après, de toute façon, l'année va aller vite, si vous me le permettez. Mais c'est intéressant parce que justement, ça illustre bien cette complexité de diagnostic. En fait, je vais vous faire très vite, mais dans certains cas, on est très embêté parce que on a des problématiques concomitantes et c'est un peu l'œuf ou la poule et c'est très difficile. Encore une fois, ce sont des patients qui sont souvent adressés par l'endodontiste. Cette patiente qui était vue dans une consultation spécialisée d'endo pour des douleurs sur la 26, qui traîne depuis 10 ans. En même temps, vous voyez que à l'évidence, on a clairement une belle lésion périapicale assez volumineuse sur une racine méséovestibulaire qui clairement n'est pas obturée. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de doute diagnostique. Diapo suivante. Donc le retraitement endo est fait par un spécialiste et la lésion guérit. Donc là, jusque-là, on est content. Sauf que les douleurs persistent. Diapo suivante. Et donc, si on fait la part des choses, vous voyez, il n'y a pas de doute que la lésion est clairement en voie de guérison, mais pourtant, la patiente a toujours aussi mal et les douleurs n'ont pas changé. Et donc, c'est vrai que là, on est très embêté parce qu'on se dit, mais ok, c'est une guérison, c'est pas une guérison, est-ce que j'enlève la dent, je fais quoi? Et donc là, il faut se poser la question à ce moment-là, de dire, et si c'était pas la dent? Puisque de nombreuses lésions périapicales, je vous apprends rien, sont absolument asymptomatiques. Donc, et si la lésion était en elle-même asymptomatique, mais que la douleur venait d'ailleurs? Diapo suivante.
et je vous le donne en mille, bon, le diagnostic apparaît tout de suite, mais en fait, quand on interroge la patiente sur son tableau douloureux, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, bah, c'est des douleurs lancinantes pulsatiles, qui partent de la 16, enfin de la 26, pardon, mais qui radient finalement à toute l'hémiphase gauche et même à l'hémicrâne. Mais les crises douloureuses sont intermittentes, elle n'a pas mal tout le temps, et ça dure que quelques heures à la fois. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, et on lui pose la question, c'est qu'en fait, elle a des nausées importantes pendant les crises. Alors elle attribue ça à l'intensité de la douleur, mais en fait, pas du tout. Et de la même façon, lorsqu'elle est en crise, elle n'avait pas remarqué, mais c'est vrai que les lumières fortes la gênent, donc photophobie, les sons forts la gênent, plus que d'habitude. Et ça, en fait, quand on a un peu l'habitude, ça ressemble tout bêtement à une migraine. Hein. Donc évidemment, on l'adresse chez le neurologue pour vérifier que ce soit pas autre chose, puisqu'on ne sait jamais. Hein. Mais en fait, il s'agit tout simplement, si j'ose dire, d'une migraine qu'on dit atypique parce qu'elle est à expression vraiment faciale et très localisée. Mais finalement, la migraine peut tout à fait donner ce genre de douleur et le traitement sera le traitement habituel, anti-inflammatoire et triptan, et elle a pu reprendre les soins et vous voyez que la lésion a guéri. Donc ce qu'il faut comprendre, pour résumer, et pour faire le mot de la fin, c'est que c'est... Juste avant, par contre, s'il vous plaît, voilà. En deux mots, hein, mais c'est que ces douleurs neuropathiques dentaires sont évidemment très complexes. J'espère qu'on a pu vous le montrer ce soir, tant dans le diagnostic que dans le traitement. Il ne faut pas hésiter à évoquer ce diagnostic. On n'a pas encore des critères assez carrés, donc c'est pas facile, mais en fait, il y en a probablement plus que ce qu'on pense. On passe probablement à côté parce qu'on ne connaît pas bien et que les tableaux sont très bizarres. On a vraiment des choses très, très subtiles. Parfois, c'est très douloureux, parfois, ça l'est pas du tout. Parfois, c'est. Mais quand on le sent pas, quand il y a des caractéristiques un peu bizarres, ça peut nous orienter. Et notamment lorsqu'on a des caractéristiques spécifiques comme des décharges électriques, des brûlures, sensation de serrement, de pression, l'impression que la dent est trop grosse, on l'entend parfois sur des dents saines, hein, il n'y a même pas de couronne. Hein. Ma dent est trop grosse, elle est serrée contre les autres. Et surtout, si vous avez localement des anomalies de la sensibilité nerveuse, ça va vraiment vous orienter vers une origine neuropathique. Évidemment, on garde toujours dans le coin de tête que ça peut être quelque chose de grave. On a eu des cas notamment aussi de douleurs qui en fait étaient causées par des tumeurs cérébrales, donc il faut évidemment pas passer à côté. Dans tous les cas, surtout en pratique de ville, je pense que au moins la moindre des choses, c'est de ne jamais ignorer la plainte et d'adresser sans tarder, en sachant que les patients sont très reconnaissants. Hein. Nous, nos patients, ils disent mais heureusement que mon praticien m'a adressé à vous, heureusement que mon praticien a eu la bonne idée de m'adresser à vous. Donc ils sont reconnaissants envers leur praticien d'avoir eu la démarche de cet adressage vers une consultation spécialisée. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour vos questions. Il y a quelques questions quand même à prendre avant qu'on termine. Bien sûr. Alors, les participants, vous êtes assez nombreux. Merci d'être restés avec nous. Hein, donc, 28-29 personnes nous ont écoutés. Si vous avez des questions, de toute façon, alors, donc, ce webinaire, évidemment, vous pourrez le revoir autant que vous voudrez, puisqu'on va le remettre sur le site de la prévention médicale. Vous pouvez le conseiller à d'autres personnes. Et puis, si vous avez des questions à adresser à Audrey et Nathan, on les relaiera. Et puis, comme ça, ils pourront vous répondre. Il n'y a aucun problème. S'ils sont d'accord. Bien sûr. Oui, oui. Bon, voilà, parfait. Écoutez, on a réussi à tenir quand même assez bien le timing, puisqu'il est que 21h06. Et donc, je vous remercie pour votre attention à tous. Et puis, je remercie aux intervenants pour cet exposé qui était très intéressant. Et moi, je ne suis pas du tout dentiste. J'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie. Avec Bonne soirée à tous. Merci.